calme-toi. Le monde entier ne te veut pas de mal. Métier dits scientifiques vont être plus prisés par des jeunes hommes. Et puis le fait aussi d'être surpris, c'est-à-dire un élève qui va être peut-être un peu, je sais pas, un peu à côté ou un peu endormi, tout d'un coup, paf, ça capte, ça va vraiment fuser. Bon bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Signum et on se retrouve pour une deuxième interview avec ma prof d'histoire. Et du coup, je laisse place au jingle. Ok, du coup, on va passer d'abord à la présentation. Alors, je vous laisse vous présenter, qui vous êtes, prénom, enfin, comme vous voulez en fait. Vous présenter, votre métier, tout ça. Ça marche. Donc, je suis professeure d'histoire dans ce lycée depuis 4 ans, peut-être même 5. Mais je suis professeure depuis une dizaine d'années. Donc, j'enseigne l'histoire-géographie et la section européenne. Donc, ce sont des classes en fait qui se font en anglais. Bon, première question du coup. Pourquoi le métier de professeur et en plus particulier celui de prof d'histoire? Alors, je pense que c'est un métier en fait auquel j'ai pensé depuis un moment, depuis enfant en fait. C'était quelque chose que, en tout cas, je viens d'une région rurale du sud-ouest de la France et la position du professeur et de l'instituteur, c'était une position qui était importante dans le village où j'ai grandi. Mais puis, c'est quelque chose qu'on respectait beaucoup dans ma famille. Donc, de fait, je pense que ça m'a beaucoup inspirée et que c'est quelque chose qu'on m'a transmis, le respect aussi de ces valeurs-là. Et de fait, en cours, j'étais souvent très intéressée par ce qui se disait, par ce qui se faisait, par comment ça se faisait. Donc, très tôt, en fait, c'est quelque chose qui m'a intéressée. Mais au départ, ce qui m'intéressait plus, c'était les lettres. Donc, je voulais plutôt être prof de lettres ou d'anglais. C'était la langue, en fait, les langues qui m'intéressaient. Et la littérature. Et en fait, j'ai fait par la suite une école préparatoire après le baccalauréat, et là j'ai rencontré l'histoire géo, quoi. C'est-à-dire que là j'ai eu un professeur qui dès le premier cours, je pense, a opéré une espèce de tournant complet et m'a fait voir en fait l'histoire géo comme vraiment une manière de voir le monde, enfin l'histoire plutôt parce que c'était un professeur d'histoire, comme une manière de voir le monde, une manière de penser le monde, et ça m'a transformée, et du coup c'est vraiment là que cet intérêt pour l'histoire est né et s'est développé. Voilà. Ok. Et du coup, ça rejoint un peu la deuxième question qui est quels sont vos rêves d'enfance, aspirations, etc. Donc c'est surtout. Alors oui, alors c'était prof, mais pas que ça. Je pense qu'il y avait aussi l'écriture, la recherche, en fait, comprendre. Voilà, c'est très vague, mais c'est des choses qui m'ont toujours intéressée. Voilà, comprendre comment les choses fonctionnent, lire beaucoup aussi. Voilà, voilà. Et puis j'étais beaucoup aussi dans la campagne, dans la nature, donc il y avait aussi une relation avec l'environnement qui, voilà, par rapport à la géographie, je veux dire, qui, je pense, m'a constituée en fait en tant que personne depuis que je suis petite. Et voilà, ça s'est développé. Je m'attendais pas du tout à ce que ça se développe comme ça enfant, mais en fait, ça fait un peu sens. Donc en fait, l'environnement, c'est un peu donné envie, cette envie en fait de devenir prof. Ouais, l'environnement scolaire, familial, et puis l'environnement tout court, le lieu dans lequel j'ai grandi, je pense, m'a donné aussi un lien à la nature qui fait que voilà, j'avais une sensibilité, je pense, vis-à-vis de ce milieu-là. Et ça a été par là, je pense, que la géographie m'a intéressée aussi vraiment par le terrain, en fait. Voilà. Ok, troisième question. Les difficultés qu'on peut avoir en tant que professeur, par exemple au début quand on a commencé le métier, ou même tout au long des années en fait. Alors il y en a plusieurs. Je pense que quand on commence, en tout cas ça a été mon cas, j'ai mis du temps à vraiment comprendre l'ensemble de ce que ça signifiait être professeur. C'est-à-dire que quand on est prof, au début notamment, on a l'impression que tout nous tombe dessus en même temps, c'est-à-dire il faut savoir gérer une classe, savoir mettre en œuvre un savoir scientifique, savoir le mettre en œuvre avec ses élèves, donc essayer de le rendre intéressant. Donc déjà ça c'est 3 choses différentes. Et puis bien sûr il y a aussi la gestion de qui on est en tant que prof, je trouve, dans un établissement aussi. Ça c'est pas quelque chose d'évident au départ. Quand on est jeune, voilà, on a du mal à se positionner vis-à-de des autres collègues, mais aussi vis-à-vis de l'administration, des autres élèves qu'on ne connaît pas. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très très progressif en fait, le fait de comprendre ce que ça veut dire être professeur, de comprendre aussi les limites de ce métier-là, de pas dépasser ces limites-là.
vis-à-vis des élèves, mais vis-à-vis de soi-même en fait aussi. Et donc voilà, avoir cette meilleure équilibre, cette meilleure compréhension de comment faire. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'apprends encore toujours en fait. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, je vois que je n'aborde plus les choses de la même manière. Je vois que mes relations avec les élèves changent, mes relations aussi avec certains collègues changent, et mes relations dans l'établissement en général changent. Je sais que je fais des choses aujourd'hui que je faisais pas du tout auparavant, et vice versa. Certaines choses que je ferais avant, je les ferais absolument plus aujourd'hui. Donc ça évolue tout le temps en fait. Voilà. Et par exemple, quand vous avez commencé à être professeur, c'était vers quel âge? 24 ans. 24 ans. Et du coup, comment c'était la relation entre vous et les élèves? Ouais. Bah, au début, en fait, ce qui est quand dans ma formation, moi j'avais peur en fait le fait d'être une femme jeune, que ce soit un problème en fait vis-à-vis de mes élèves et que du coup ils aient du mal à respecter qui j'étais, voilà. J'avais peur qu'il y ait cette confusion. Et en fait, dans ma formation, donc on est formé, alors aujourd'hui ça s'appelle l'INSPE, mais à l'époque, moi ça s'appelait l'IUFM. Donc on est formé par des professeurs qui nous expliquent comment faire. On n'est pas non plus complètement jeté dans la nature. Et je me rappelle d'un conseil que nous avait donné un professeur qui m'a marqué tout de suite et qui a changé mon rapport. C'était de se dire, en fait, vous êtes le professeur. Voilà. Donc il n'y a pas de doute par rapport à ça. Et en fait, effectivement, à partir du moment où on n'a aucun doute par rapport au fait qu'on est le professeur, la relation qu'on met en place avec l'élève, elle est claire en fait. Et même si effectivement après, là par exemple, je pense que je me permets d'être peut-être un peu plus à l'aise ou avoir peut-être plus d'humour, on va dire, dans mes cours. Au début, je m'interdisais complètement ça, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'extrêmement rigide. J'étais beaucoup plus sévère, je pense, beaucoup plus stricte aussi avec mes élèves parce que je me disais qu'il fallait que ça se passe comme ça pour que ça se passe bien. Et c'est aussi un peu un discours qu'on nous donnait, c'est-à-dire il faut être capable de tenir une classe jusqu'à la Toussaint, avant la Toussaint, vous restez vraiment. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais plus du tout. Alors bien sûr, ça veut pas dire que je laisse les choses aller, mais je le prends de manière complètement différente. Et en fait, c'est beaucoup plus agréable pour moi, je pense, pour les élèves aussi. Et voilà, je pense qu'il y avait en tout début, en tout cas, cette espèce de volonté vraiment de montrer que j'étais adulte, voilà. Et en fait, ça se voit, je pense aussi pour les élèves que c'est pas complètement le cas et que du coup c'est une relation particulière. Voilà. Et du coup, vraiment, en fait, au début, c'est dur d'avoir cette légitimité de se dire je suis le professeur. Bah oui et non, parce qu'en fait, moi je te dis cette phrase, ça a été un déclic, quoi. C'est-à-dire que quand on m'a dit ça, je me suis dit bah ouais, en fait, effectivement, ça se questionne pas. Je suis le prof, ils sont élèves, voilà. Et en fait, ça ne se questionne pas. Mais tu as raison aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit ça, en fait, on voit que c'est un peu moins, c'est pas si simple et que ça passe aussi par plus tu grandis dans ce métier-là, mieux tu maîtrises aussi le savoir, mieux tu sais aussi comment tu peux faire comprendre quelque chose à un élève. Donc en fait, il y a plein de petites choses comme ça qui se mettent au fur et à mesure en place et qui fait que ta position de professeur, elle se déploie en fait d'une certaine manière. Voilà. Et juste par rapport à ça, j'ai oublié. Par rapport au savoir et au pédagogique, moi, quand je suis arrivée, en fait, je me suis rendu compte que je savais pas comment réfléchissait un élève de 16 ans, ni un élève de 18 ans. Et en fait, j'avais oublié, en fait, qu'est-ce qu'un élève est censé savoir, comment est-ce que je fais pour lui faire comprendre un concept. Enfin, tout d'un coup, tout est déconstruit. Voilà. Et en fait, c'est passionnant parce que c'est ça, en fait, qui est le cœur du métier. Comment tu fais comprendre un concept parfois complexe à un élève. Mais du coup, c'est très compliqué. Apprendre à apprendre, exactement. Et c'est le cœur. Mais c'est pas du tout quelque chose qui vient comme ça se construit, voilà. Ouais, donc ça c'est vraiment un fondement en fait complètement. du professeur. Ouais. C'est vraiment apprendre, savoir comment transmettre le savoir. Absolument. C'est ce qui est, en tout cas moi, c'est ce qui me plaît le plus. Et au fur et à mesure des années, vous avez appris un peu plus comment comment faire. Okay. Déjà parce que tu fais aussi des stages, parfois tu suis aussi, tu passes des concours qui te permettent de développer aussi ton savoir dans certains points. Et en fait, au contact d'autres profs, tu te rends compte que alors lui ou elle, il fait comme ça, elle fait comme ça. C'est intéressant. Voilà, ça te permet aussi de faire les choses différemment. Et puis ces moments de stage aussi, c'est des moments qui sont passionnants parce que là, t'es entouré de professeurs de ta matière ou parfois d'autres matières. Et là, tout d'un coup, t'as l'impression d'avoir une espèce de coup de boost dans ta manière de comprendre les choses et d'avancer, parce que tout d'un coup, tu recolles les pièces du puzzle, quoi. C'est-à-dire des choses que tu pouvais te dire toi. Là, tout d'un coup, il y a des gens qui y ont réfléchi et qui te font avancer. Et ça, c'est hyper intéressant. Du coup, je crois que ça, c'est vraiment beaucoup plus développé dans les pays du Nord, genre la Finlande. Je crois que dans leur système scolaire, les profs, ils ont des formations vraiment boostées quoi sur ça, le fait vraiment de apprendre à apprendre dans un monde digitalisé, etc. De prendre vraiment tous les critères, etc.
coup, ouais, c'est ok. Ouais. Du coup, quatrième question, ce qui vous pousse à vous lever le matin, à continuer à être professeur. Bah, honnêtement, enfin, ça, j'y avais un peu réfléchi à cette question, mais en fait, la réponse, elle m'est venue tout de suite, c'est les élèves. Enfin, c'est la réponse que l'autre prof. Ouais. Donc, j'ai dit son nom, je sais pas si c'est bon. Donc, ton autre professeur, oui. Oui, bah, ouais, tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe dans une classe, même si tu as prévu quelque chose, bah, il y a toujours un truc inattendu qui peut se passer, un peu merveilleux quelque part aussi, et ça, c'est fantastique. C'est-à-dire que chaque classe, elle fonctionne comme un collectif, mais dans un collectif, il y a aussi des individualités qui, voilà, tout d'un coup peuvent réagir d'une certaine manière que j'avais absolument pas prévue et qui en fait me font grandir à moi aussi en tant que professeur. C'est-à-dire que tout d'un coup, ben voilà, il y a des réactions que je n'avais pas anticipées, qui me font réfléchir, et ça j'adore. Savoir, voilà, voir des élèves interréagir avec quelque chose qui dépasse même ce que j'avais prévu, c'est génial. D'une certaine manière, que le cours m'échappe un petit peu entre guillemets et que les élèves se l'approprient, et ça je trouve ça fabuleux. Et j'apprends beaucoup au contact de mes élèves. Enfin, ça c'est tout le temps, et c'est génial. Ça doit faire vraiment plaisir de voir l'évolution des élèves. Ouais, complètement. L'évolution des élèves, et puis le fait aussi d'être surpris, c'est-à-dire un élève qui va être peut-être un peu je sais pas, un peu à côté ou un peu endormi, tout d'un coup, paf, ça capte, ça va vraiment fuser. Et là, voilà, quand on a touché quelque chose, là, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on fait ça, quoi. Voilà, c'est hyper intéressant. Ok. Le but du professeur. Quel est le but du professeur? Le but, donc il y en a un. Je pense que c'est lié avec la question précédente, c'est d'accompagner. Moi, je dirais vraiment d'accompagner, d'aider au maximum aux élèves à devenir qui ils sont. Voilà, c'est finalement assez infime comme geste. En même temps, je pense que ça peut aussi vraiment influer, voilà, la progression ou le chemin de certains élèves. J'ai pas la prétention de dire que c'est comme ça pour tous, mais ça, oui. Voilà, ne pas imposer non plus ce qui appartienne totalement à l'élève en face de moi, ça c'est, j'espère que... Ça pourrait très bien être le professeur qui dit, bon, allez, on va au travail, j'ai également ça là, voilà. Ou alors ça peut être un professeur qui va être là, il va vouloir faire aimer l'école, va vouloir faire aimer apprendre. Ça peut être complètement différent. Oui, complètement, oui. Il y a différentes manières de voir ce métier, hein. Après, bon, comme tout métier, je pense que si tu te lèves le matin et que tu dis, bon, ben voilà, j'y vais, après j'entre chez moi... c'est sûr. Je pense que c'est pas très enthousiasmant ni pour les élèves ni pour le prof qui est là et qui fait ça. Je connais très peu, enfin honnêtement, hein, des professeurs comme ça. En tout cas ici, j'en vois pas qui sont comme ça. Mais je connais pas tout le monde. En général, les profs, ils ont quand même une bonne raison de le faire. Oui, et puis je pense que voilà, une bonne motivation. C'est ça. Si la professeure que tu as interrogée avant moi dit aussi directement les élèves, ben, ça c'est vraiment quelque chose effectivement qui pousse et puis qui est tout le temps renouvelé, parce que nos classes elles sont tout le temps renouvelées, donc c'est aussi hyper intéressant de ce point de vue-là. Ok. La fameuse question, hein. Quel est votre ressenti par rapport au système scolaire actuel? Eh ben, c'est une grande question. Voilà, j'imagine que gouverner et développer un système éducatif dans ces conditions-là par les dirigeants, c'est quelque chose d'extrêmement complexe à faire, et je n'ai pas du tout la prétention d'avoir la solution. Je pense qu'on est un peu à un tournant, et je ne sais pas vraiment dans quel sens. Directement le problème, il ne faut pas se dire ok, c'est l'État, c'est difficile pour eux. Il faut quand même tout de suite pointer du doigt le problème, parce que... Tu veux dire quoi? Par exemple, le problème du fait qu'il n'y ait plus de mathématiques en spécialité. Moi, je trouve que c'est un problème, parce que du coup, les gens ont un niveau très bas en mathématiques. Est-ce qu'on ne devrait pas justement le pointer du doigt tout de suite, quoi? Je pense malheureusement que là, il va falloir quelques années pour que... En fait, là, il n'y a plus de mathématiques en tronc commun, mais il y en a en spécialité. Oui, en tronc commun, voilà. Pardon. Je pense qu'en fait, on va voir dans les années qui viennent que ça va entraîner des produits, notamment arrêtent de faire des mathématiques et se détournent des études scientifiques parce qu'elles estiment que c'est trop compliqué pour elles. Donc, a fortiori, ce qui peut se passer dans les années qui viennent, c'est que les métiers dits scientifiques vont être plus prisés par des jeunes hommes. Or, ces métiers-là sont aussi mieux rémunérés
et les métiers de ce qu'on appelle les sciences humaines seraient plutôt des métiers qui seraient plus féminins, et ce sont des métiers qui sont moins rémunérés. Donc en fait, ces inégalités de savoir, ça peut aussi vraiment se traduire par des inégalités économiques, et ça c'est préoccupant. Mais en fait, pour l'instant, je pense que ces transformations-là, on va en voir les effets d'ici quelques années, et j'espère qu'il ne sera pas trop tard pour modifier ou nuancer ces tendances-là. Mais de fait, on se pose des questions et ça peut être inquiétant. Voilà. Donc en gros, par exemple, les nouvelles réformes, elles feraient de nouvelles inégalités scolaires qui feraient des inégalités économiques. C'est une étude qui est parue là la semaine dernière, donc c'est une projection. Comme toute projection, en fait, on peut se dire qu'il y a peut-être une exagération, mais c'est une possibilité aussi, voilà. Et du coup, faut pas non plus nier que ça puisse exister, voilà. On ne sait pas encore pour l'instant. Ok, bon, bah, l'avenir nous le dira. C'est ça. Si vous étiez ministre de l'Éducation, qu'est-ce que vous ajouteriez? Qu'est-ce que vous enlèveriez? Est-ce qu'il y a des choses, qu'est-ce que vous feriez? Alors, disons que si j'étais ministre de l'Éducation avec un budget illimité, parce que je pense que illimité, voilà. C'est bon, ça, on n'est pas dans un monde idéal, hein, bien sûr, ça n'existe pas. Je pense que vraiment l'éducation, c'est un secteur, c'est un domaine qui est au cœur des sociétés et que ça devrait être beaucoup plus valorisé du point de vue économique, pas spécialement par rapport aux payes des professeurs. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un meilleur recrutement et qu'il y ait des classes moins chargées, en fait. C'est-à-dire que je pense vraiment que si on posait la question aux professeurs qu'est-ce qu'ils veulent, je pense pas vraiment que ce soit de l'argent, hein, c'est plutôt des conditions de travail où on puisse, en fait, avoir ce sentiment d'accompagner le maximum d'élèves possible et ne pas avoir cette frustration de se dire, bah voilà, cette personne, cet élève, je l'ai perdu, je sens que je vais pas y arriver, je sens que j'aurai pas, et ça, c'est terrible, en fait, parce que on se dit que ça peut avoir des répercussions énormes sur la vie d'une personne. Et on voit que voilà, l'école, c'est vraiment un laboratoire aussi où se passe un moment important de la vie des jeunes gens. Donc je pense vraiment que pour une société, d'avoir des jeunes gens éduqués qui maîtrisent leur savoir et qui de fait ont une meilleure maîtrise aussi de la société dans laquelle ils vivent, et ben ça donne des sociétés qui sont selon moi plus équilibrées à tout niveau. Et voilà, je pense que dans ce sens-là, il faudrait permettre un meilleur accompagnement. Et ce meilleur accompagnement, je pense que oui, le fait, alors ça va peut-être avec une rémunération plus importante, mais le fait que les conditions de travail soient dégradées depuis plusieurs années, on voit bien, les concours n'attirent vraiment peu de monde, en tout cas il y a une dégringolade, et ça c'est pas très enthousiasmant en fait de voir que plus personne, j'exagère un peu, mais en tout cas que de moins en moins de gens ont envie d'être profs, voilà, c'est connecté. En gros, il faut vraiment investir beaucoup plus dans l'école. Ouais, moi, il y a un meilleur encadrement, un meilleur investissement pour avoir des classes moins chargées. Vraiment, c'est ça le nerf de la guerre, hein, c'est pouvoir mieux accompagner. Voilà. Et ça, bien sûr, ça veut dire plus de postes. Donc, je pense que n'importe quel prof vous dirait, moi, je veux pas être plus payé, je veux qu'on soit plus nombreux pour mieux encadrer les élèves qui en face. Et ça, donc, ça veut dire plus d'argent. Moi, je suis entièrement d'accord parce que pendant le Covid, quand les classes étaient divisées, franchement, on travaillait tellement mieux. Ouais. C'était tellement plus... je sais pas, c'était beaucoup plus ludique en fait quand on travaillait juste en groupe. Les professeurs étaient plus à l'aise et les cours étaient beaucoup plus cool. Oui. C'est une réflexion qu'on s'est faite aussi quand on a repris en jauge pleine là en septembre. Moi, je m'étais pas dit en amont que ça allait être plus difficile. En fait, je me suis dit que ça repartait comme avant, mais en fait, j'avais pas prévu que faire cours à 35 ou à 30 avec un masque, c'est très fatigant. Et que effectivement la dynamique de classe est très différente. Donc il y a aussi une énergie là qui est autre. Voilà, je dis pas que faire cours à 10 élèves ça doit être une norme, hein, mais effectivement là on s'est rendu compte de manière criante que en fait on n'avançait pas plus lentement quand on était en demi-jauge avec des demi moi je dirais limite qu'on a même beaucoup avancé. Hein. Moi je me souviens l'année dernière en histoire. Ouais. Franchement on a bien avancé. C'est vrai. Dans plein de matières, en fait, on a bien avancé. C'est vrai. Après, évidemment, ça dépend des professeurs aussi, mais en général, on a bien travaillé. Mais ouais, je me souviens. Ok. Est-ce qu'il y a une œuvre, un film, une série, une citation qui vous inspire? Alors là, j'ai lu un livre récemment qui s'appelle L'Arbre-Monde d'un auteur américain qui s'appelle Richard Powers, qui m'a bouleversée. Et qui en fait amène à reconsidérer le monde
du point de vue des arbres d'une certaine manière. Ok. Et donc, Prends l'exemple sur les arbres. C'est ça. oui, c'est ça. Non, en Ok, fait, ouais. non, plutôt voir. Enfin, ça a un lien aussi avec ce que j'enseigne quelque part. Voir qu'on est un ensemble cohérent et que nature et humanité quelque part vivent ensemble, mais que selon ce livre, on est plutôt, on vit dans le monde des arbres plutôt que l'inverse. Et Ouais. l'homme a tendance à faire du monde un monde à son image et à son rythme. Et là, en fait, ça déconstruit quelque part cette image-là et ça nous remet dans une perspective beaucoup plus longue, beaucoup plus complexe aussi, qui est voilà, la vie des arbres, le langage des arbres. Et c'est fabuleux. Et je trouve que ça fait voir aussi la pensée écologique Ouais. actuelle d'une manière différente et ça fait ressentir aussi ça voilà, de manière très En différente. gros, ce serait, au lieu de vouloir faire ressembler la nature à ce que l'humain veut, c'est faire ressembler, on va dire, l'économie, les activités humaines, mais à comment est la nature, en fait. Alors ouais, en tout cas, ça va peut-être pas jusqu'à là, mais c'est voilà une pensée qui renverse un petit peu voilà ce que tu dis, le rythme des choses et englobe dans un rythme beaucoup plus lent quelque part et beaucoup plus respectueux aussi de la nature. Je trouve que si on change de paradigme à ce point-là, on voit les choses de manière tout à fait différente et ça m'influence en fait ce livre. Je me rends compte, j'y pense tous les jours depuis que je l'ai fini. Ça fait plusieurs mois et même dans ma relation aux élèves, je trouve qu'il y a un sens quelque part parce que ça amène à se poser vraiment la question de l'autre, de quel rythme, de quel but aussi. Voilà, donc c'est ça qui m'a inspiré. Ok. Donc c'est vraiment, on va dire, un livre qui vous a, enfin, ça a changé votre vision du monde, du coup, en fait. Un peu, vraiment. Ok. Ouais. C'est très récent, mais voilà. Et ça a changé votre façon d'être avec les... Donc en fait, est plus lente, je dirais, de mon rapport à, ouais, peut-être politique, aux autres, mais oui, enfin au monde vraiment de manière plus englobante, on va dire, voilà, au respect de l'environnement dans lequel on est. Et c'est des choses auxquelles je pensais auparavant, mais là il y a vraiment quelque chose de l'ordre du ressenti qui est très différent. Voilà. Je ne sais pas si ça entraînera quelque chose de particulier comme action, mais en tout cas ça engage, je trouve, un peu plus dans le monde. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus comment dire, de nouveautés, enfin, de gens qui s'expriment beaucoup plus sur la nature, sur le fait qu'il faut vraiment agir maintenant, prendre exemple sur la nature, tirer des enseignements de la nature et de comprendre qu'en fait on est dépendant de d'elle en fait, donc il faut être humble, voilà. Et je trouve que c'est une qualité en fait qui devrait être beaucoup plus reconnue et beaucoup mieux mise en valeur plutôt que d'être dans quelque chose de très comment dire, égocentré et de très décalé, en fait. C'est-à-dire l'idée qu'on peut dominer tout comprendre, tout faire, etc. Je pense que c'est une erreur et qu'il faut au contraire revenir à quelque chose de plus humble, plus simple et accepter que tout n'est pas parfait, que voilà, les êtres, je pense à mes classes, mais à moi aussi, sont vulnérables, progressent, avancent petit à petit et qu'il faut respecter ces rythmes-là. Voilà. Ok. Bon, on va passer à la dernière question. C'est... si vous devez donner un conseil ou des conseils à les ados de notre âge, ou si vous devez donner un conseil à votre vous de 15 ans. Ouais. J'en aurais deux, je pense. Alors, le premier, ça serait, je sais qu'à 15 ans, on est beaucoup dans ses émotions et voilà, on est très pris dans... ça prend beaucoup de place, voilà, les émotions, les autres. J'aurais tendance à dire... calme-toi. Le monde entier ne te veut pas de mal. Voilà, laisse les autres être qui ils sont. C'est pas forcément une insulte pour toi. Voilà, laisse les autres vivre. En fait, ils te laisseront vivre aussi. Et puis peut-être un deuxième sur le fait de se dire, justement, c'est lié aussi aux émotions, mais ça va passer. Voilà, t'en fais pas. Ça passe. Le stress de la jeunesse, ça va passer. Oui, le stress ou au contraire, parfois les déceptions, ça peut être extrêmement fort aussi. On peut le ressentir de manière très forte à cet âge-là. Et il y a des déceptions par la suite aussi, mais il y a aussi des joies et voilà, et se dire que rien n'est définitif, tout peut bouger. Voilà, c'est peut-être ça mon conseil. Tout bouge tout le temps. Et de ne pas croire que c'est bon, on a un trajet déjà. Non, jamais. Faut profiter de la jeunesse. Oui. Et en même temps, il faut pas trop rester sur nos déceptions. Oui, sur c'est notre ça. passé. Voilà. Parce qu'en réalité, quand on va grandir, je pense
ça va même pas nous Non, affecter. ce sera un vieux souvenir. Dans 20 ans, on pourra vivre la même chose et ça nous fera rien du tout. Peut-être, ou ça fera quelque chose de différent. Voilà. Et en fait, juste accepter que voilà, c'est comme ça. C'est la vie, c'est un flot. Ok. Bon bah écoutez, c'était la dernière question. Très bien. C'était beaucoup plus court que avec l'autre interview. Oui. Et du coup c'était pas mal. Hein. Ouais, ça c'était en spontané du coup. Ouais. Et même spontané, on voit bien que vous avez bien répondu aux questions. Merci. Vous avez dit des choses assez pertinentes et et vous avez donné votre expérience, et ça c'est le principal, c'est un peu le but en fait de l'interview en fait, c'est vraiment de donner, de montrer en fait le point de vue des professeurs sur l'école, sur le monde, parce que en réalité les professeurs, en fait les élèves ont des contacts avec les professeurs tous les jours, mais ils se connaissent pas vraiment en fait. Ils ont peut-être que les professeurs ont un certain point de vue des élèves, mais les élèves n'ont pas le point de vue des professeurs. Et ça, je trouvais ça dommage de pas un peu plus les connaître, en fait. Donc, tu soulèves le voile sur... Voilà. Alors que c'est quand même des personnes qui... en fait, on devrait beaucoup être reconnaissant envers eux. Parce que, en réalité, même si on peut être critique envers le système scolaire, même si on peut pas aimer, les professeurs, ils sont tous les jours face à nous. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de difficultés. Et même si on n'aime pas ça, je pense qu'on doit vraiment être reconnaissant. Donc voilà, c'était le message de fin. Merci. Bon écoutez, merci à vous, merci d'avoir regardé la vidéo, l'interview, et on vous dit au revoir pour une prochaine interview. Merci.